Dr Silas Mimile Makangu, docteur en relations internationales de l'Université pédagogique nationale de la République démocratique du Congo, expert en développement de leadership, pasteur de l'église Cité-Rama, est un spécialiste dans l'analyse stratégique et leadership des organisations dans l'atteinte de leurs objectifs. Chaque jour, ils mangeaient de la manne. Pourquoi? C'est la faveur. Que la faveur remplace ta sueur. J'étais en train de dire que la faveur remplace ta sueur. J'ai dit que la faveur remplace ta sueur. Vous donne rendez-vous pour la sensibilisation d'un sursaut patriotique national face à la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, afin que chaque Congolais puisse apporter sa contribution dans la construction de cet édifice. À remplir notre devoir, donnant des ressources à nos forces armées, qui sur terrain, avec bravoure, luttent jour et nuit et payent du prix de leur vie pour défendre l'intégrité de notre territoire. Et pour cela, nous les saluons. Nous saluons aussi les Wazalendo. Au programme, construire le narratif du sursaut patriotique national en RDC, éléments de langage qui devraient composer le sursaut patriotique national, les obstacles à la construction du sursaut patriotique national en RDC, la République démocratique du Congo, pays stratégique suite à ses richesses stratégiques, le développement du binôme diplomatie armée dans la résolution de la crise, ainsi que l'appropriation de cette crise par les Congolais d'hier, d'aujourd'hui et de demain. On fait le point sur à la fois la situation et en même temps les efforts en cours et les efforts poursuivis pour arriver le plus rapidement à des progrès. Alors des progrès sur quelle base? Sur la base de la résolution 2773 du Conseil de sécurité. En direct de Montréal, le docteur Silas Mimile Makangu est reçu par Symphonia Katende, des journalistes de Wangila Connect, le média panafricain depuis Dallas, dans l'État du Texas, aux États-Unis d'Amérique. L'église Cité-Rama que je m'en vais saluer. Docteur, nous vous saluons. Merci beaucoup, Symphonia. Vous donne rendez-vous ce mercredi 5 mars 2025 à 16h heure de Montréal pour une sensibilisation sur le sursaut patriotique national afin que chaque Congolais se sente concerné dans la résolution de la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Ici, il faudrait comprendre que le sursaut national est quelque comme une semence que l'on doit planter avant la crise, pour que la crise devienne comme étant l'élément testeur, l'élément révélateur du niveau du nationalisme et du patriotisme par un peuple. Suivez-nous à Kinshasa sur Géopolis TV ainsi que sur notre plateforme YouTube Wangila Connect tout en activant la cloche de notification pour ne rien rater et rejoignez les débats. Quelle attitude avoir lorsque nous faisons face à une attitude? Trois attitudes plutôt que nous devons observer. Wangila Connect, connecter l'Afrique au monde. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique, où nous serons en connexion avec la ville de Montréal au Canada pour parler du sursaut patriotique. Comment exploiter notre système de pensée, comment exploiter nos cerveaux lorsque nous sommes en face d'une agression. Comment une nation peut se défendre par sa manière de penser par rapport à une agression. C'est de cela que nous allons échanger dans ce programme de ce jour depuis Dallas aux États-Unis d'Amérique, où nous avons l'immense honneur de recevoir pour vous Dr Silas Mimile Makangu, qui est docteur en relations internationales de l'Université pédagogique nationale en République démocratique du Congo, spécialiste en leadership et pasteur à l'église Cité-Rama que je m'en vais saluer. Docteur, nous vous saluons. Merci beaucoup, Symphonia. C'est un réel plaisir de vous revoir, surtout cogiter autour de cette question qui nous tient tous à cœur, notre nation, notre patrie. Docteur, nous allons parler, la RDC est agressée par le Rwanda et ses supplétifs, le M23, et la RDC se relève par ce sursaut patriotique pour faire valoir ses droits, ce qui est légitime. Déjà, si nous ne savons pas fixer les problèmes dans leur contexte,
je crains que les propositions que nous allons apporter à la fin ne soient pas adéquates en rapport au regard du problème que nous avons. Tout à fait. Est-ce que l'agression, est-ce que c'est aujourd'hui que le Rwanda agresse la RDC? Je dirais non. Je dirais plutôt que l'agression latente du Rwanda est montée d'un cran lorsqu'on a parlé de la prise de Goma. C'est déjà ça le sérieux problème. En tant que scientifiques, nous ne pouvons pas discuter sur un fait, nous ne pouvons pas discuter, proposer une thérapie à une maladie qu'on n'a pas fini de diagnostiquer. Commencez d'abord, symphorien, à faire la différence entre la pathologie elle-même et les symptômes. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Montréal et Dallas, où nous recevons pour vous le docteur Silas, qui est docteur de l'Université pédagogique nationale en relations internationales, expert en leadership et pasteur à l'église Cité Rama. De retour sur ce plateau numérique, nous avons l'insigne honneur de recevoir pour vous le docteur Silas, avec qui nous échangeons sur ce sursaut patriotique. Est-ce que vous pouvez faire cette différence-là, docteur Silas? La pathologie, c'est que depuis plus de 30 ans, que nous avons été envahis par les armées rwandaises, qui au départ venaient sous forme de réfugiés lorsque le régime Hutu de Juvenal Habyarimana tombait. Ces masses de nos frères rwandais qui avaient émigré dans les sols zaïrois à l'époque a été le début d'un processus qui jusqu'à aujourd'hui nous n'avons pas réussi à guérir ou encore à pouvoir apporter la véritable solution. C'est depuis plusieurs années, ça va faire plus de 3 ans, que Bunagana est tombé, que Bunagana a été conquis par des troupes du M23 soutenues par des Rwandais qui sont passés par notre frontière avec l'Ouganda. Maintenant, quand est-ce que nous parlerons de l'agression? Est-ce que l'agression commence parce que Goma est tombé ou bien l'agression avait commencé déjà depuis la chute de Bunagana, la chute de Rutshuru, la chute de Minova, ainsi de suite. Je pense que nous, en tant que scientifiques, on doit avoir un langage qui s'éloigne du langage du politique, qui s'éloigne du langage du politicien, qui généralement cherche à trouver une accalmie, alors que nous, en tant que scientifiques, nous devrions proposer des solutions qui soient durables. Ça, c'est de 1. Nous sommes agressés. Ça, c'est avéré. Nous sommes agressés parce qu'une armée étrangère a traversé nos frontières et a violé l'intangibilité de notre souveraineté territoriale. Une armée étrangère a traversé nos frontières pour venir faire cette incursion ici. Et cette agression, normalement, même le droit international les reconnaît, devrait nous pousser en tant qu'État reconnu comme étant souverain à réagir. Quelle attitude avoir lorsque nous faisons face à une agression?
Il n'y a que 3 attitudes plutôt que nous devons observer. La première attitude, c'est cette attitude qui nous reconnaît le droit de pouvoir jouir et d'assurer la sécurité dans l'intégrité de notre territoire. Ce qui signifie, à l'instant où les troupes rwandaises se retrouvent sur notre territoire, l'on doit considérer cela comme une provocation, comme une déclaration de guerre de la part du Rwanda, et la riposte doit être à la hauteur de ce que nous sommes en train de subir, c'est-à-dire réagir aussi par des forces militaires. Deuxième attitude que nous devons observer, c'est de prendre langue avec le gouvernement rwandais pour chercher à savoir qu'est-ce qui amène les troupes rwandaises à venir chez nous. Mais nous n'allons pas nous dépenser dans cette optique-là de prendre langue avec le gouvernement rwandais parce que nous savons pourquoi ils sont là et derrière qui ils se cachent. Et en ce moment ici, la troisième attitude, c'est celle dans laquelle d'ailleurs nous sommes en train de tenter, vous et moi, de réfléchir, pour réfléchir comment amener cette crise, comment amener ces conflits à ne plus être perçus comme le conflit institutionnel entre les institutions de l'État congolais et les institutions de l'État rwandais, mais plutôt à considérer déjà de notre côté, en tant que République démocratique du Congo, que cette crise est une crise qui touche à notre survie en tant qu'État, mais aussi en tant que société. Ce qui signifie que c'est une crise générale, une crise qui devrait nous appeler, nous toutes et nous tous, à être mobilisés pour mettre la main dans la pâte et voir dans quelle mesure chacun de nous, dans le domaine qui est le sien, dans la vocation qui est la sienne, pourrait aider le Congo, non pas seulement à repousser les armées rwandaises hors de notre territoire, à mater les M23, mais aussi de nous rassurer que dans un proche et lointain avenir, que pareilles choses n'arrivent plus, non pas seulement de la part du Rwanda, mais aussi de la part de tous nos autres 8 États voisins. Nous allons à la régie suivre un élément et nous revenons après. Connexion entre Montréal et Dallas où nous recevons pour vous le docteur Silas. De retour sur ce plateau numérique, nous avons l'insigne honneur de recevoir pour vous le docteur Silas. Comment réveiller le sursaut patriotique d'une nation pour converger vers la résolution de cette crise? Docteur Silas. Déjà, Saint-Forin, il faut savoir que naturellement, pour un peuple normal, pour un État qui a une vitalité rationnelle, une telle agression, naturellement, n'a pas besoin qu'on réveille un sentiment de sursaut national parce que la réaction devait être à la fois prompte et naturelle. C'est ce qui fait que aujourd'hui, les Congolais qui sont dans la partie ouest, par exemple, considèrent cette guerre comme étant la guerre de l'Est en lieu et place de la considérer comme étant la guerre à l'Est de la République. La différence est importante. Ce n'est pas la guerre de l'Est, mais c'est la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo. Parce que l'État est censé fonctionner comme un ensemble, comme un corps.
l'épaule ne peut pas être indifférente face à la blessure que vient de connaître la jambe. La bouche ne peut pas être indifférente face à la blessure que vient de connaître l'oreille. Nous sommes un corps. Comment réveiller ce sursaut national? Ici, il faudrait comprendre que le sursaut national est comme une sémence que l'on doit planter avant la crise, pour que la crise devienne comme étant l'élément testeur, l'élément révélateur du niveau de nationalisme et de patriotisme qu'a un peuple. Mais puisque nous sommes face à un dilemme, puisque nous sommes face à une réalité, la guerre est déjà là, nous sommes attaqués. Comment faire? La première des choses à faire pour réveiller ce sursaut national, c'est de construire un discours, une communication, un discours qui soit fédérateur, un discours qui soit rassemblateur. Parce qu'à ce stade-ci, ce sont les mots que nous utilisons, le concept que nous utilisons, les propos que nous utilisons qui pourraient galvaniser, qui pourraient mobiliser les Congolais de tous bords et les amener à considérer cette attaque comme étant une attaque qui est faite à chaque Congolais de manière individuelle et chaque Congolais devrait riposter comme il se doit. Mais qui doit d'abord tenir ce discours? Ce discours doit être tenu par les dirigeants, les leaderships politiques. En premier lieu, c'est le chef de l'État. Le chef de l'État doit, comme il sait déjà le faire, tenir un discours qui, en ce moment, nous présente d'abord les choses telles qu'elles sont, qui nous présente les choses telles qu'elles devraient être, mais aussi en disant à la population ce que l'on attend d'elle, ce qu'on attend de la population du point de vue des actions à mener, du point de vue des attitudes à prendre, pour que cette mobilisation autour de la question soit une mobilisation tous azimuts, pour que cette mobilisation soit une mobilisation parfaite. D'abord par les discours. Nous l'avons vu à l'époque de l'AFDEL, lorsque les RCD et consorts se sont formés pour combattre le régime de Kinshasa, Mouzé Kabila n'a pas cessé d'appeler les Congolais à l'unité. Qu'est-ce que vous avez constaté par rapport à la coordination qui ne va pas dans la communication? Mais il n'a pas seulement parlé seul, et c'est ici que le président devait mettre en place une cellule spécialisée pour la communication des crises, et une cellule de communication stratégique, voulais-je dire, pour la sensibilisation en ce moment de crise. Il n'est pas normal que l'on continue à communiquer par les mêmes canaux, par les mêmes voies qu'on a utilisées avant la situation, alors que là, nous sommes à une situation qui nous place dans un contexte tout à fait spécial. Il faudrait ne pas changer les acteurs communicants, mais l'on puisse plutôt mettre en place une cellule de communicants dans laquelle l'on va insérer non pas seulement les ministres, non pas seulement les communicateurs traditionnels, mais aussi certains experts, ceux-là qui ont, premièrement, la maîtrise en matière de guerre, parce que tout n'est pas bon à dire dans la place publique. Okay? L'une des premières choses que la guerre crée, c'est la psychose. Or, la psychose est un élément dévastateur. La psychose est un cancer qui détruit le peuple de l'intérieur et qui l'empêche de riposter naturellement. Il faudrait que dans cette cellule de communication, qu'on ait des experts formés dans la communication des crises. Même dans nos familles, lorsque nous allons pour des mariages, dans le deuil, on ne laisse pas la parole aux plus riches. On laisse la parole à ceux que nous appelons des nzondi, des gens qui ont une sagesse, qui savent comment parler et calmer les autres, qui savent comment prendre les paroles, expliquer les choses, même les choses les plus difficiles, mais que cela soit comprise par tous et que cela ne soit pas le sens où l'huile qu'on jette sur le feu. Donc, mettre en place une cellule de communication symphorienne où nous avons des gens. Mouzé avait eu la chance d'avoir quelqu'un comme Didier Moumengi, il avait la chance d'avoir des jeunes ministres comme le professeur Henri Movasakani qui ont sensibilisé et on a vu le nombre, non pas seulement des jeunes gens qui sont allés intégrer l'armée, mais aussi on a vu comment la population tout entière a pris à bras le corps
cette guerre comme étant la sienne. Ça, c'est la première des choses. C'est d'abord communiquer. Or, aujourd'hui, malheureusement, c'est que nous sommes en train de constater comme communication, que ce soit dans la place publique, nous nous rendons compte qu'il y a une véritable carence en termes de communication. Les collègues du ministre Mouyaya ne sont pas en train de l'aider. Ils sont en train de lui rendre une tâche très, très difficile. Chaque ministre communique de sa manière et à sa manière, et chaque ministre présente les choses. Cela prouve à suffisance que même au sein du gouvernement, il n'y a pas une coordination du point de vue de la communication. Et ça, c'est très grave, c'est pour rien. Il faudrait que l'on sache, lorsqu'on a besoin d'une information, qui est-ce qui parle. Le ministre Patrick Mouyaya, c'est un homme brillant, que j'apprécie énormément, qui fait un très bon travail, mais je pense que là, il y a comme un désordre, non pas autour de sa personne, mais autour de sa fonction et autour de sa vocation en tant que ministre de la Communication, parce que nous constatons qu'il y a d'autres ministres qui communiquent. Je pense que dans des moments comme celui-ci, dans les conseils de ministres, l'on devrait dire aux membres du gouvernement, à part le ministre Mouyaya, qui d'autres ont mandat de parler de cette situation de la guerre. Donc, je pense que pour aider le ministre Mouyaya, le gouvernement devrait les laisser communiquer, sinon le faire entourer, le compléter par une cellule de communication, de crise, dans laquelle cellule l'on placera des experts en géopolitique, en communication, ainsi de suite, pour que le peuple comprenne finalement que lorsque l'on voit X, Y, l'on sait que ça, c'est la position du gouvernement. Donc, cela est tellement important. Je pense qu'il faudrait que nous fassions les choses de la plus belle manière, mais aussi des langages de communication. Quel est ce langage de communication que l'on doit tenir aujourd'hui? Cela est très important parce que le langage des officiels peut laisser transpirer une certaine peur et engendrer la psychose. Donc, je pense que ça va causer un sérieux problème. Nous allons à la régie suivre un élément et nous revenons après. À remplir notre devoir, donnant des ressources à nos forces armées, qui sur terrain, avec bravoure, luttent jour et nuit et payent du prix de leur vie pour défendre l'intégrité de notre territoire. Et pour cela, nous les saluons. Nous saluons aussi les Wazalendo. Mes chers compatriotes, au-delà du front militaire, cette guerre est menée sur plusieurs autres fronts. On l'a dit, le front diplomatique, judiciaire, économique, médiatique et spirituel. Mais le plus important est porté par vous, le peuple congolais, le front populaire. Il est fondamental de donner à cette guerre la force de notre unité, celle où chaque Congolais se mobilise de toutes parts, à la hauteur de sa capacité et de ses moyens pour défendre notre nation. Notre destinée en dépend. C'est pourquoi, dans la suite des actions portées par le président de la République, et comme nous l'impose notre hymne national, le debout congolais, nous vous invitons, Congolaises et Congolais, du Congo central, du Haut-Katanga, du Lualaba, Olomami, les Congolais de la Chuapa, de l'Équateur, de Kinshasa, du nord et du sud du Bangui, du Bas et Haut-Ouélé, Congolais du Maniema, du sud et du nord Kivu, du Kasaï oriental et central, du Sankuru, de la Lomami et du Tanganyika, Congolais de la Chopo, du Olomami, de l'Ituri, du Kwilu, du Kwango, du Maïndombe et de la Mongala. Tous de nous tenir debout avec toute notre volonté pour défendre notre mère patrie, la République démocratique du Congo. Batoto ya Congo, tushimame. Totelema po eza likambo ya mabele. Eza likambo ya mabele et eza eloko mususu te. Ainsi, levons-nous pour défendre notre unité, pour défendre notre dignité. Levons-nous pour défendre notre diversité et levons-nous pour défendre notre avenir. Encore une fois, Nalobi Ango,
ezali kambo ya mabele ya eloko mosusu te congolais totelema. Je vous remercie. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion avec Montréal au Canada où nous recevons pour vous le docteur Silas qui est docteur de l'Université pédagogique nationale en relations internationales, spécialiste en leadership et aussi pasteur de l'église Cité Ramon. Il y a des résolutions, on interpelle le Rwanda, mais elle continue d'agresser. La RDC va auprès des Nations Unies, elle plaide sa cause au Conseil des Nations Unies, elle voit d'autres grandes puissances, d'autres organisations, mais on continue toujours d'agresser. Est-ce que cela ne peut pas faiblir à la pensée collective pour dire quelque part ça ne va pas et que la République démocratique du Congo n'est pas en position de force? Mon cher ami, il faut changer de paradigme. Le Rwanda se comporte en un État voyou, un État bandit, un État criminel, un État scélérat, un État Kuluna. Et en tant que tel, nous ne devons plus nous étonner du fait que le Rwanda ne veut pas respecter via ces supplétifs du M23, les cessez-le-feu. Et il faudrait que nous commencions à regarder le Rwanda comme un État voyou, un État bandit, et trouver quelle est la meilleure posture que nous devons adopter pour faire affaire avec une telle attitude venant du Rwanda. C'est vrai, aujourd'hui, notre diplomatie est en train de travailler. Coup de chapeau, et je jette des fleurs à notre vaillante ministre d'État, Madame Thérèse Wagner, qui est en train de se battre, faisant la ronde de grandes villes, partant d'un siège à un autre siège pour plaider en faveur du Congo. Mais laissez-moi aussi vous dire, Symphorien, que la diplomatie s'inscrit toujours dans la logique d'un binôme. C'est-à-dire, la force de la diplomatie, en tant que carotte, c'est la présence du bâton. Si la diplomatie représente la carotte, les bâtons représentent la force militaire. On ne peut pas prétendre avoir une diplomatie qui, par elle seule, mette fin à ces conflits ou encore ramène le Rwanda à la raison, si du côté militaire, nous ne faisons pas autant d'efforts pour avoir une armée régulière, une armée républicaine, une armée dissuasive, une armée au service de l'État et non au service des individus. Si nous ne voyons pas les choses sous ce postulat du binôme armée-diplomatie, il est difficile que nous puissions mettre fin à cette situation qui a duré plus de 30 ans. Pourquoi durer plus de 30 ans? Parce que pendant 30 ans, le Rwanda a réussi à nous infiltrer. Pendant 30 ans, le Rwanda a réussi à nous étudier. Pendant 30 ans, le Rwanda connaît les intelligences congolaises et il sait comment les affaiblir.
Pendant 30 ans, le Rwanda a éjecté de l'argent pour amener les Congolais dans une imbécilisation collective, comme le disait le fait professeur Godefroy Kamana. Pendant 30 ans, le Rwanda sait quels sont les paradigmes avec lesquels les Congolais fonctionnent. Et je pense que aussi que pendant 30 ans, nous n'avons pas mis des solutions véritables, adéquates, proposer des véritables solutions, des solutions qui soient idoines pour mettre fin à cette crise. Pendant 30 ans, nous sommes restés dans une paresse intellectuelle en train de nous plaindre. Pendant 30 ans, nous avons développé une culture selon laquelle la crise de la RDC peut être résolue par la communauté internationale. Pendant 30 ans, nous avons cru que les prières faites dans les stades, dans les esplanades du Palais du Peuple, dans les églises, constitueraient une unité militaire. Pendant 30 ans, nous n'avons pas compris que nous étions en train de nous déshabiller et de montrer à la face du monde que même à part le Rwanda, d'autres nations pourraient nous attaquer demain. Je pense qu'aujourd'hui, à quelque chose m'a l'air est bon. Je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps. Le sursaut national auquel vous faites allusion est un sursaut national qui doit nous aider, non pas seulement à en finir avec les M23, mais à en finir avec les 215 autres groupes militaires qui sévissent sur notre territoire national. Voyez-vous? Donc, ce sursaut national-là voudrait à ce que, au lieu simplement de faire intégrer les enfants dans l'armée, parce qu'aujourd'hui, aucun expert militaire pour votre gouverne, je suis spécialiste dans les questions liées à la géopolitique et à la géostratégie. C'est pour rien, j'enseigne à l'école de guerre de nos forces armées. Aucun expert militaire aujourd'hui peut dire, face au Rwanda, notre armée a un problème d'effectifs. Nous n'avons pas un problème d'effectifs. Quand on dit que l'armée congolaise a un problème d'hommes, c'est en termes de qualification et non pas en termes de quantification. Donc, ce qui signifie, le problème n'est pas d'abord de dépenser de l'argent pour recruter des enfants, les envoyer au front de manière précipitée, alors qu'en face d'eux, ils ont affaire à une armée professionnelle. Non. Ce qu'il faudrait plutôt envoyer au front aujourd'hui, ce sont nos cerveaux. Pourquoi envoyer nos cerveaux? C'est-à-dire, parce que ça 30 ans, c'est la preuve suffisante que nous n'avons pas assez cogité sur cette situation. Ça signifie que pendant 30 ans, nous n'avons pas assez réfléchi. Et je pense qu'avec tous les efforts que le président de la République est en train de fournir pour avoir une armée, malheureusement, il n'a pas eu de bons accompagnateurs, de bons stratèges. Il a plus eu affaire à des affairistes, à des gens qui ont vu dans la guerre une opportunité de se faire gagner de l'argent, ainsi de suite. Et pourtant, le président de la République l'a si bien dit de plusieurs manières qu'il était important pour nous d'avoir une armée. Mais une armée, c'est avant tout la qualité des hommes qui la composent. Georges Clemenceau, ancien président de la France, disait que l'armée était tellement vitale à la survie de la République qu'on ne pouvait pas la laisser entre les mains des criminels qu'on a convertis en soldats. C'est-à-dire, l'armée ne doit pas être une affaire des délinquants. Aujourd'hui, nous avons des soldats qui insultent, qui se filment et qui insultent. Une armée se reconnaît aussi dans le culte qu'elle rend à la discipline. Parce que pour l'armée, la discipline étant la mère des armées, la discipline est un culte. Pour un soldat, c'est un culte. Moi, en tant que chrétien, je voue un culte à Dieu. Pour un soldat, il voue un culte à la discipline, à la hiérarchie, à l'ordre. Voilà pourquoi on les appelle les agents de l'ordre. Donc, pendant 30 ans, nous avons fait beaucoup de choses, mais nous n'avons pas fait les bonnes choses. Pendant 30 ans, nous avons multiplié beaucoup de choses, mais nous n'avions pas pensé comment un pays qui a subi l'assassinat d'un chef de l'État, commandité par des pays voisins, comment un pays qui a subi un coup d'État commandité par des pays voisins peut se donner le luxe
de vivre sans armée. C'est inconcevable. C'est là où je dis qu'il faudrait que nos cerveaux aillent au fond, aillent travailler. Combien d'experts que nous avons sur le Rwanda, sur l'Ouganda? En réalité, au niveau du ministère de la Défense et même des Affaires étrangères congolaises, nous devrions avoir des cellules stratégiques qui étudient chacun de ces pays voisins, parce qu'aujourd'hui, le mal nous vient du Rwanda. Mais ça aurait été encore beaucoup plus dévastateur si ça venait de l'Angola, qui est de loin plus équipé que le Rwanda. Ça serait encore beaucoup plus dévastateur si ça venait de l'Ouganda. Voyez-vous, nous sommes entourés de 9 voisins instables, 9 voisins belliqueux. Donc, ce qui fait que déjà, le paradigme avec lequel nous devons fonctionner, c'est pour rien, c'est que pour nous, la République démocratique du Congo, la guerre, c'est la règle. La paix, c'est l'exception. Lorsqu'on partira de cette posture-là, sans être des ventes en guerre, sans être un État hyper militarisé, mais au moins, nous comprendrons, pour avoir vu le régime de Mobutu tomber avec l'aide des armées étrangères, pour avoir vécu la mort de Laurent Désiré Kabila avec l'aide des États voisins, pour avoir subi tout ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, infiltration, ainsi de suite, je pense que s'il y a une institution étatique que l'on doit choyer, que l'on doit entretenir, que l'on doit privilégier, eh bien, c'est l'armée. C'est pas le Parlement, c'est l'armée. Et pour cela, le chef de l'État a besoin d'avoir autour de lui des experts, je répète bien, des gens qui s'y connaissent dans la construction d'une armée. Une armée n'est pas simplement une affaire de groupes d'individus. Aujourd'hui, nous sommes obligés de recourir au service des civils qu'on appelle Ouazalène. Ce sont des civils, ces braves patriotes qui se battent non pas pour la République d'abord, mais qui se battent pour protéger la terre de leurs ancêtres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous parlons de FARDC Ouazalendo. FARDC, c'est devenu comme un binôme, FARDC Ouazalendo. Or, déjà cette présentation-là, techniquement parlant, réduit le FARDC. Une armée, on la construit. Et le verbe construire est un verbe qui exige le savoir, qui exige l'intelligence. Or, il y a une règle, c'est que tout ce qui peut être construit peut aussi être déconstruit. Pour construire, il faut de l'intelligence. Pour déconstruire, il faut aussi de l'intelligence. Je ne parle pas de la destruction, mais je parle de déconstruire. C'est-à-dire, le Rwanda nous a déconstruit notre armée tout en la laissant forte de manière apparente. Ce qui fait que quand nous disions qu'il y a une montée en puissance de nos FARDC, nous sommes maintenant 8e, et la guerre a montré que cette montée en puissance n'était que apparente. Le mal est profond. Le mal est profond. Nous allons à la régie suivre un élément et nous revenons après. On fait le point sur à la fois la situation et en même temps les efforts en cours et les efforts à poursuivre pour arriver le plus rapidement à des progrès. Alors des progrès sur quelle base? Sur la base de la résolution 2773 du Conseil de sécurité qui a été adoptée, comme vous le savez, le 21 janvier, qui a un certain nombre de messages très importants concernant notamment l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, concernant l'offensive du M23, réaffirmant la nécessité d'une cessation des hostilités et la nécessité d'une mise en œuvre des engagements pris dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi. Par ailleurs, c'est une résolution qui contient aussi des messages importants s'agissant de la MONUSCO, une expression de soutien à la MONUSCO et aussi une expression
une demande plutôt visant à ce que la MONUSCO soit mise en demeure, mise en condition de remplir pleinement son mandat, c'est-à-dire sans aucune entrave. Et vous savez qu'elle fait l'objet d'un certain nombre de restrictions et d'entraves, notamment dans la zone occupée par le M23, avec la présence, comme vous le savez, des forces du Rwanda. Donc le message central, tout doit être mis en œuvre maintenant pour opérationnaliser, mettre en œuvre cette résolution importante du Conseil de sécurité. Et la MONUSCO, évidemment, est prête à faire ce qui devra être fait dans le cadre notamment d'une cessation des hostilités. D'ailleurs, la résolution du Conseil de sécurité fait référence déjà à cette possibilité que la MONUSCO soit utilisée pour assurer le suivi, le respect du cessez-le-feu. Et nous sommes prêts évidemment à faire en sorte que la MONUSCO, le plus rapidement possible, s'ajuste pour répondre à cette mission. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Montréal et Dallas, où nous sommes en train de parler du sursaut national pour faire face à la crise. Et nous avons ainsi l'honneur de recevoir pour vous le docteur Silas. De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en connexion entre Dallas et Montréal, où nous recevons pour vous le docteur Silas, avec qui nous nous entretenons. Docteur Silas, à chaque fois, il revient que la RDC est une terre stratégique par ses minéraux, par ses faunes, par tout ce qui la compose. Mais comment avoir une nation, une population à la hauteur de ce que représente la RDC sur le plan stratégique? Docteur Silas. Je pense que la question est tellement pertinente que les réponses que nous allons tenter de donner devaient être la ligne ou encore le fil conducteur de notre politique étrangère des bains. Il y a un fait, du point de vue géostratégique, de par notre position, voulais-je dire, géostratégique, nous avons la vocation d'être un État pivot. Nous avons la vocation d'être un État central. Mais aujourd'hui, nous sommes réduits à un statut de périphérie. Au regard de ce que nous regorgeons dans notre sol et sur notre sol, comme ressources stratégiques, nos minéraux, la question de la RDC est une question collective, c'est-à-dire c'est une question de la communauté internationale. La grande question qu'il faudrait se poser, comment affirmer notre singularité, comment affirmer notre puissance dans un contexte géopolitique où les autres nous perçoivent comme un grenier public, où les autres nous perçoivent comme un espace sans maître. Comment? C'est ça, au fait, le dilemme. Et je ne cesserai de le dire qu'être la République démocratique du Congo n'est pas chose facile. Déjà, si nous repartons dans l'histoire, lorsque la conférence de Berlin
prend fin. La conclusion, c'est que le Congo, l'État indépendant du Congo est un condominium. Et en tant que condominium, nous sommes un bien qui appartient à tout le monde. Et dans tout le monde, là, il n'y a pas de Congolais. Lorsque nous accédons à l'indépendance, les puissances mondiales continuent à nous voir de cette manière-là. Et ce qui est aberrant aujourd'hui, c'est que même les États africains, les États voisins, considèrent aussi le Congo comme étant sans maître, donc chacun peut venir faire ce qu'il veut. C'est ici que nous devons réfléchir sur comment élaborer notre politique étrangère, comment mettre en place une politique qui nous permette, nous en tant qu'État, pour assurer notre souveraineté, jouir des ressources qui sont les nôtres, mais aussi les faire profiter aux autres parce que nous n'allons pas fermer la porte aux autres en leur disant personne ne prendra ce qui est chez nous, d'autant plus que la survie de ces différents États dépend aussi de ce que nous avons. D'où il faudrait que la République démocratique du Congo, en lieu et place de se battre pour devenir un État démocrate, une République démocratique, devienne plutôt un État stratège. Un État stratège qui considère l'intelligence comme étant le logiciel le plus important qu'il dispose. Pourquoi intelligence? Parce que ici, nous ne sommes pas assez forts, assez équipés pour empêcher aux grandes puissances de puiser chez nous. Mais nous n'allons pas aussi croiser les bras et les laisser entrer comme dans un palais sans maître, venir prendre et partir. D'où il faut mettre en place une véritable politique de coopération bilatérale et multilatérale. Et pour y parvenir, le préalable, c'est qu'il faut d'abord commencer par réinventer l'État. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'État en RDC, l'on assistera à ce que nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Il faudrait que nous ayons un État au fonctionnement rationnel, comme cela est requis en plein 21e siècle. Redonner à l'État son pouvoir, son autorité. Donner à l'État congolais ses prérogatives, sa capacité pour assumer ses prérogatives en exerçant son autorité sur les 2 345 410 km². Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du M23. Mais on ne parle pas du Codeco. On ne parle pas des ADEF. On ne parle pas de ces 214 autres groupes armés qui existent sur notre sol. La République démocratique du Congo peut survivre sans église, sans parti politique, mais elle ne peut pas survivre sans intelligence. Donc, docteur, la RDC doit être gérée à la dimension de ses aspirations sur le plan international? Pas seulement la dimension de ses aspirations, à la dimension des enjeux géopolitiques. Les aspirations émanent de nous. Parce que Apple a besoin du coltan, la Chine a besoin du coltan, beaucoup ont besoin les minéraux stratégiques de demain pour la gestion des data centers. Plusieurs enjeux. Aujourd'hui, le Silicon Valley a ses yeux rivés sur la RDC. Est-ce que la RDC doit se mettre à cette hauteur? Par exemple, quand on voit le changement qu'il y a aux États-Unis. Je vous donne un exemple. Oui. Un exemple. Les ambitions émanent de nous, elles nous sont personnelles, nos ambitions. Mais il y a aussi les ambitions des autres. Tout à fait. Et pour que les autres accomplissent leurs ambitions, ils ont besoin de ce que nous avons. Donc, il faudrait maintenant trouver une intelligence stratégique qui permette à la République démocratique du Congo d'atteindre ses ambitions, mais aussi qui n'empêche pas aux autres d'atteindre leurs ambitions. C'est à ce niveau-là que doit jouer notre intelligence. OK? La République démocratique du Congo doit s'illustrer à la dimension des enjeux géopolitiques. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cet échange d'important pour que la société congolaise sache qu'il faudrait un sursaut
à l'auteur de ce que représente la RDC pour le monde et pour nous-mêmes Congolais? Ce n'est pas le président Félix qui est en guerre, ce n'est pas la guerre du président Félix, ce n'est pas la guerre du gouvernement, c'est la guerre des Congolais. Congolais d'hier, les Congolais d'aujourd'hui et les Congolais de demain. Et lorsqu'on est en guerre, il faut mobiliser. Pas seulement mobiliser les individus, mais aussi mobiliser les ressources. Et la première ressource qu'on doit mobiliser, c'est l'intelligence. Autre chose qu'il faudrait dire ici, je crois que cette situation finira on finira par trouver une solution. Le Congo finira par retrouver sa grandeur. Et pour cela, nous avons besoin d'être unis. Unis autour de notre avenir. Unis autour de la République démocratique du Congo. Voilà. Un grand merci, Dr Silas, pour avoir participé à ce programme depuis Montréal, là où vous vous retrouvez pour des raisons professionnelles et vos engagements. Merci beaucoup. De partout où vous avez suivi, nous étions en connexion avec Montréal, où nous étions en entretien avec le docteur Silas Mimile Makangu, qui est docteur de l'Université pédagogique nationale en relations internationales, spécialiste en leadership et pasteur à l'église Cité Rama. De partout où vous avez suivi, restez branchés à nos programmes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.